Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour le 20h sur RTI 1. Voyons ensemble les 4 titres retenus ce soir. Pour la première fois, le continent africain accueille la Convention mondiale du cajou. Et c'est sur le sol ivoirien que cette rencontre internationale s'est ouverte aujourd'hui. Les échanges vont essentiellement porter sur les perspectives du secteur mondial du cajou. 500 jeunes de la commune d'Adjamé vont pouvoir démarrer ou agrandir des activités génératrices de revenus. Ils viennent de recevoir des fonds du projet Agir pour les jeunes pour un montant global de 256 millions de francs CFA. La mise en œuvre effective de la nouvelle politique de gestion des déchets dans le district d'Abidjan se précise. Les responsables des centres de transfert de déchets ont officiellement reçu leur cahier de charge des mains de la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. L'OMS qualifie désormais l'épidémie de coronavirus de très grave menace pour le monde entier et la nomme Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé appelle la communauté internationale à considérer cette épidémie comme l'ennemi public numéro 1. C'est un plaisir de vous retrouver sur RTI 1. Bonsoir à tous. La Convention mondiale du cajou se tient en Côte d'Ivoire et c'est une première pour le continent africain. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a ouvert les travaux aujourd'hui après-midi et il prône la transformation de la noix de cajou. Les jeunes s'intéressent aussi à la filière cajou, entre autres domaines d'activité, et pour la plupart, ils manquent de moyens financiers et aussi d'encadrement. Le projet Agir pour les jeunes vient apporter une réponse à ces deux problèmes essentiels pour l'entrepreneuriat de la jeunesse. Ils sont 500 issus de la commune d'Adjamé à avoir reçu un financement pour un montant global de 256 millions de francs CFA. Amadou Ouattara. 500 jeunes de la commune d'Adjamé pourront dès à présent réaliser leur projet générateur de revenus. Faute de caution morale et de garantie financière, ils ont pour la plupart longtemps souffert pour avoir un prêt bancaire. Imagine, tu as des projets en tête et puis il n'y a personne pour t'aider. Quand je pense que les autorités de ce pays pensent à moi, je suis très heureuse. Moi, je suis une vendeuse de fiperie. Je vais vraiment améliorer ce que je fais. Grâce à l'AS 4 du programme social du gouvernement qui œuvre pour l'autonomisation des jeunes et des femmes, ces 500 jeunes d'Adjamé viennent de recevoir des chèques d'un montant global de 256 millions de francs CFA. Un soulagement pour l'équipe municipale. Aujourd'hui, ils viennent de donner un minimum à ces jeunes. Ils sauront au moins profiter de ces moyens. D'aucuns disent que le gouvernement ne fait rien pour les gens. C'est une preuve aujourd'hui, donner au moins 500 000 à près de 500 jeunes à Djamé, j'avoue que c'est beaucoup. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes annonce déjà la phase 3 du projet Agir pour les jeunes. À partir du mois de juin, nous allons travailler pour qu'en plus des 500 jeunes, il y ait encore 2071 bénéficiaires de la commune d'Adjamé. Et le montant total est de 931 950 000 francs CFA. Au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre des Sports exhorte les jeunes bénéficiaires à travailler avec probité et courage afin de se construire un avenir meilleur. Prenez votre destin en main. Parce que la Côte d'Ivoire ne se construira pas sans vous. Et nous vous faisons confiance. Et vous allez réussir. Les gens travaillent dans les écoles. Les gens travaillent pour les routes. Aujourd'hui, nous sommes là pour témoigner. L'argent agit pour les jeunes. Ces bénéficiaires ont entre 18 et 24 mois pour rembourser les fonds mis à leur disposition. On s'intéresse à cette nouvelle politique de gestion des déchets qui est mise en œuvre dans le district d'Abidjan. Un pas de plus vient d'être posé avec la remise des cahiers de charges aux responsables des centres de transfert d'Anguédédou 1 et 2 dans la commune de Yopougon. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité les a rencontrés. Grâce Kando. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité remet le cahier de charges aux responsables d'Eco et Burni, l'une des entreprises chargées de la gestion des déchets dans les zones nord et sud du district d'Abidjan. Objectif, respecter les engagements pris par les deux parties. Le gouvernement, pour sa part, a créé les conditions de durabilité du projet en réaménageant
justement son appui financier au secteur et désormais les ressources également de ce secteur sont sécurisées pour que les différentes entreprises intervenant à Abidjan soient payées à bonne date. Tous ces efforts consentis par le gouvernement nous obligent également dans le cadre de l'exécution du cahier des charges des opérateurs à une très bonne exécution afin de mettre un accent particulier sur la qualité du service. Nous avons formation tous les jours sur toute notre hiérarchie d'employés. Nous sommes plus que 2500 personnes à travailler ici. Mais notre formation, elle est faite sur tous les niveaux de nos employés. Et c'est avec ça que nous irons améliorer notre qualité de service. Après ce centre de transfert des déchets, c'est au tour de la société écologique tuniso-ivoirienne Ecoti SA de recevoir la ministre. Ici aussi, le premier responsable a reçu le contrat qui le lie au gouvernement. Aujourd'hui, on est à près à 600 000 tonnes de déchets qui sont déplacés de ce centre ici vers le centre de Kossewa jusqu'à janvier 2020. L'objectif de ce projet, c'est que le citoyen ivoirien, il doit remarquer la différence. Si le citoyen arrive à être satisfait, nous, le résultat, on l'a acquis. Donc c'est ça l'application du cahier de charge. Il y a d'importantes poches de résistance. Par endroits, nous avons également des populations, malheureusement, qui ont encore de mauvais comportements. Mais c'est ensemble que nous devrons arriver à les sensibiliser et à faire en sorte que l'Ivoirien nouveau émerge très vite dans ce secteur-là. Avec la mise en route de la nouvelle politique de gestion des déchets, plusieurs pays africains sont déjà venus s'inspirer du modèle ivoirien. On reste dans le domaine environnemental. Le pôle scientifique de l'innovation de l'université Félix Houphouët-Boigny de Bingerville réunit des experts francophones pour plancher sur la pollution de l'air. La pollution urbaine et les maladies respiratoires non transmissibles ont fait l'objet d'une attention particulière lors des travaux. Astou Touré. Les véhicules automobiles, les établissements industriels et les feux de forêt sont entre autres des sources fréquentes de pollution atmosphérique. Pour améliorer l'écosystème de vie des populations, des experts et scientifiques se sont réunis en vue de trouver des solutions idoines liées à la pollution de l'environnement. Je vais rapporter aujourd'hui le cadre général du travail qui a été réalisé et je dirais les résultats proéminents communs à l'ensemble des 4 pays. Il y a beaucoup de pollution sur beaucoup de plans, ce qui entraîne beaucoup plus de maladies non transmissibles. Donc il y a cette approche qui est en train d'être développée. La question de la pollution de l'environnement reste toutefois un défi majeur pour le ministère de l'Environnement et du Développement durable. La pollution de l'air et les changements climatiques sont les deux faces d'une même médaille. La question de la pollution de l'air donc en milieu urbain constitue donc une problématique d'actualité pour le ministère en charge de l'environnement parce qu'elle représente un risque environnemental majeur pour la santé humaine. Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Akawele, la pollution de l'air tue 6,5 millions de personnes chaque année. La pollution de l'air est coupable d'un décès sur 10 dans le monde, 6 fois plus que le paludisme, ce qui en fait la conséquence de la dégradation de l'environnement qui cause le plus de décès. La pollution de l'air est l'une des menaces les plus pernicieuses pour la santé parce que omniprésente. Ce colloque international francophone sur la pollution de l'air est l'initiative de la chaire pollution du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La réduction de la pollution de l'air passe aussi par la préservation des parcs et réserves qui sont de véritables poumons verts. La Fondation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire et le Fonds mondial pour la nature œuvrent ensemble à renforcer les capacités des agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves. Jean-Marc Djadji. Plus de 20 responsables de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR sont formés sur la gestion adaptative, un nouvel outil de direction des aires protégées. Ils apprennent à identifier les menaces sur les écosystèmes,
à mettre en place les priorités et améliorer leurs actions de conservation des parcs et réserves naturelles de Côte d'Ivoire. On se dit s'ils utilisent ces plans stratégiques, ils vont arriver à faire en sorte que les activités, les actions qu'ils vont amener sur le terrain seront les activités qui vont donner les résultats pour l'impact. Là, on va voir les impacts vraiment palpables. Cette formation est une initiative de la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire. La gestion adaptative est pour les agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR une alternative à la sauvegarde de l'environnement. La gestion des parcs nationaux est très complexe. Donc les enjeux se sont donc accrus et il ne s'agit plus maintenant de conserver pour conserver, mais il faut intégrer évidemment donc les engagements internationaux de l'État en matière donc de protection de la nature. Donc il n'y a pas que la protection du capital biologique, mais il y a également l'intégration du caractère donc social, l'intégration sociale, le développement donc des territoires. Avec cette nouvelle formation, il y a un certain nombre de questions qui sont posées. Il faut évaluer l'impact de nos actions sur le terrain et puis il faut vérifier est-ce que les actions que nous menons ont de portée qui vont vers ces différentes parties prenantes. Le renforcement des capacités de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de l'efficacité de gestion des aires protégées en Côte d'Ivoire par le gouvernement. Et cette préservation des parcs et des réserves joue aussi un rôle important dans la promotion du tourisme, notamment le tourisme vert de plus en plus prisé. Il est aussi question en Côte d'Ivoire de construire de nouvelles infrastructures hôtelières afin de renforcer le patrimoine touristique. Le ministre du Tourisme et des Loisirs a échangé avec la Société des Palaces de Cocody sur la stratégie nationale de développement touristique. Patricia Omwetia. La remise de ce porte-document contenant tous les dossiers de l'Office national du tourisme de Côte d'Ivoire marque la passation des charges entre le directeur général par intérim sortant, Dr Afin Kwasi, et la directrice générale entrant, Nasseneba Touré, épouse Diané. Un moment chargé d'émotion pour celle qui était jusqu'ici le premier magistrat de la commune d'Odiéné et lauréate du prix d'excellence du meilleur maire de l'année 2014. C'est des sentiments de joie et de bonheur qui m'animent en ce moment. Et c'est un grand plaisir de venir servir à un autre poste mon pays, ici à Côte d'Ivoire Tourisme, et de le faire, bien entendu, avec des hommes d'expérience dans le domaine. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a salué le travail déjà engagé par l'équipe sortante et a promis apporter tout son soutien à la nouvelle directrice générale. Je voudrais apporter à présent tout le soutien, sans faille, soutien total et soutien entier de ta tutelle que nous sommes. Côte d'Ivoire Tourisme a pour principale mission de faire la promotion de la destination Côte d'Ivoire au plan local et international. À ce titre, plusieurs dossiers importants attendent la nouvelle directrice générale, à savoir les tests légaux pour le fonctionnement de Côte d'Ivoire Tourisme, la révision du plan stratégique triennal afin de l'adapter à Sublime Côte d'Ivoire et la construction du siège de l'institution. Voilà, merci à Cheikh Koné pour cette passation des charges qui a eu lieu au siège de l'Office ivoirien du tourisme. Le nouveau patron donc de l'Office national du tourisme entend bien capitaliser sur les acquis et progresser dans cette mission de développement du secteur touristique ivoirien. Un dossier déjà bien entamé est celui de la restitution du patrimoine culturel africain. Ce sont plus de 15 000 œuvres ivoiriennes qui ont été identifiées dans des musées occidentaux. Et le pays se dit prêt à accueillir 148 de ces œuvres cette année. Franck Wadio. Plus de 15 000, voire 20 000 pièces et œuvres culturelles se trouvant éparpillées au-delà des frontières ivoiriennes. Des objets de plus de 100 années d'âge à forte valeur économique, quelques 6 000 milliards de francs CFA. Les États africains, dont la Côte d'Ivoire, ont engagé une action de restitution de ce patrimoine. L'ASCAD, Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, initie alors la réflexion. L'enjeu actuel, c'est que chaque pays veut avoir son patrimoine chez lui. Alors les enjeux, c'est de savoir comment nous mettre ensemble au niveau des pays africains pour réclamer ce patrimoine, comment le faire revenir chez nous, comment le reconserver, comment nous le réapproprier et comment lui conserver sa valeur. Restituer le patrimoine,
mais aussi résoudre plusieurs préoccupations, entre autres la réappropriation de ces pièces, la disponibilité des instruments locaux de conservation. L'enjeu pour nous, c'est de nous demander est-ce que nous sommes en mesure d'adapter cette institution muséale de type occidental à la pratique sociétale des musées dans nos pays. Si on le peut, c'est tant mieux, mais si on ne le peut pas, il faut en ce moment-là imaginer des formes de réception, des formes de mise en espace, des formes de scénographie de ces objets que tout le monde attend. Donc ça suppose aussi de mettre en place tout un réseau, tout un collège de chercheurs qui vont permettre à ces objets d'avoir de nouvelles évidences. 2 jours donc pour faire le tour de la question et envisager des pistes et propositions de solutions. L'État ivoirien, quant à lui, se prépare. 12 musées régionaux sont en projet et un musée de stature internationale sera bientôt inauguré. Dans le secteur des médias et de la presse, le meilleur journaliste de Côte d'Ivoire, Super Ebony 2019, a reçu les clés de son véhicule. Une matérialisation des engagements pris par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et partenaire lors de la nuit des Ebony le 18 janvier dernier. Davis Oyo et Franck Wadio. Serge Kolia est désormais propriétaire d'un véhicule flambant neuf à bord de son bolide. Le Super Ebony 2019 apprécie le confort de la berline V3 boîte automatique, essence climatisée, caméra de recul avec un intérieur simili-cuir d'une valeur de 10 millions de francs CFA. C'est un véhicule qui va me permettre de travailler beaucoup plus à l'aise, d'être assez prompt sur les différents lieux de reportage. Cette considération sociale qui veut que le Super Ebony puisse quand même être en termes d'image entouré d'un véhicule flambant neuf et de bien d'autres attributs qui justement me donnent cette fierté-là d'être Super Ebony 2019. À travers cette action, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, et ses partenaires, notamment la radio-télévision ivoirienne RTI, dont le directeur général Fousseni Dambélé, représenté par son conseiller David Mobio, et United Motors viennent de joindre l'acte à la parole. En plus du véhicule flambant neuf, le Super Ebony Serge Kolia ira avec 3 terrains avec ACD. Ce sont des terrains qui sont à Bassam, à Abidjan et puis à Tafiré. Les journalistes sont un corps d'élite. Ça demeure l'une des corporations avec laquelle il faut compter dans toutes choses. Il était important pour nous de nous rapprocher de cette coopération-là, de bien vouloir saisir l'opportunité qu'ils nous donnent pour pouvoir permettre à ce que chacun se déplace. Cette cérémonie de remise de véhicules à Serge Kolia Super Ebony 2019, plébiscitée le 18 janvier dernier à Yamoussoukro, est aussi l'occasion choisie pour le lancement de l'opération Un journaliste, un véhicule. Objectif, aider les hommes des médias à avoir une mobilité pour mener à bien leurs différentes investigations. Dans le cadre de la mise en œuvre du régime de retraite complémentaire par capitalisation pour les fonctionnaires et agents de l'État, l'IPS SEGRAE privilégie l'implication de toutes les parties prenantes afin de prendre donc en compte leurs préoccupations et surtout de les associer à la démarche. Patricia Omoetia. Les avantages du régime de retraite complémentaire par capitalisation, tel qu'envisagé dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie à la retraite des fonctionnaires et agents de l'État, voulu par le gouvernement, ont été au cœur des échanges entre l'IPS SEGRAE et les parties prenantes du dialogue social. Ainsi, ces rencontres furent l'occasion d'échanger sur la mise en place du dit régime, dont le but est de permettre à l'adhérent d'atteindre un taux de remplacement de 80% du salaire d'activité du retraité. Nous sommes prêts à accompagner le processus, aider, sensibiliser nos camarades pour qu'ils adhèrent massivement, parce que la retraite, c'est très important pour tout travailleur, pour tout fonctionnaire. Donc c'est une bonne occasion pour permettre aux militaires à la retraite d'accroître leurs revenus et de s'assurer une très bonne reconversion. Le régime complémentaire obligatoire était pour nous une attente pour que désormais le fonctionnaire ne voit pas la situation de retraite comme une hantise, trouver des ressources additionnelles pour lui permettre de vivre une période de retraite sinon confortable, du moins
heureuse était notre préoccupation et cette préoccupation est en train d'être implémentée par aujourd'hui la présentation qui nous a été faite. Ces échanges ont permis de faire ressortir plusieurs points majeurs, à savoir le mécanisme de perception de la cotisation obligatoire qui ne subira aucun changement par rapport au régime de base. Ainsi, la direction de la solde procédera à un prélèvement automatique du montant sur le salaire brut soumis à cotisation. La rencontre de ce jour vient pour rassurer nos partenaires sociaux, les féliciter pour tout le travail que nous avons accompli ensemble et leur dire que le processus est dans sa phase d'aboutissement final puisque les projets de texte ont été tous élaborés. Le régime de retraite complémentaire par capitalisation a été adopté par le gouvernement le 4 avril 2018. Toujours selon le directeur général de l'IPSC Grailleux, la retraite complémentaire par capitalisation au bénéfice des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire sera opérationnelle avant la fin du premier semestre 2020. Les chauffeurs routiers de Côte d'Ivoire font leur rentrée syndicale. Ils s'engagent à observer les règles de leur métier. Un engagement important quand on sait qu'en 2019, les accidents de la circulation ont fait environ 25 000 victimes, dont 537 décès. Des drames provoqués pour la plupart par le non-respect du code de la route. Lancine Bakayoko. Pour la prise en charge des 25 000 victimes d'accidents enregistrés en 2019 sur les routes ivoiriennes, les sapeurs-pompiers ont dû effectuer environ 20 000 interventions. 66% de ces accidents sont dus au mauvais état des véhicules et du réseau routier. Au moins dans 94% des cas, ils sont imputables à l'indélicatesse des transporteurs routiers. Cette mise à l'index est devenue insupportable pour les organisations de conducteurs routiers. Ils veulent mieux orienter le guidon. On s'adresse à nos membres pour dire trop c'est trop, sensibiliser les chauffeurs pour ne pas que 2020 là. Ce résultat encore, il revient. Nous allons lancer le concours, le meilleur chauffeur dans l'année. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Poursuivre la sensibilisation, créer de l'émulation peut-être, mais forcément doser la répression contre les réfractaires au code de la route. Aujourd'hui, en effet, les conducteurs ont l'obligation d'intégrer les réflexes de la sécurité routière, les tracasseries policières ayant considérablement diminué. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, vraiment, il n'y a plus de problème. On n'a pas encore arrivé zéro raquette, mais on a 90%. Première cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 29 ans, les accidents de la route entraînent également des pertes économiques très importantes, évaluées à 3% du produit intérieur brut, selon le Bureau de l'Organisation mondiale de la santé à Abidjan. La Fédération pour la paix universelle à section Côte d'Ivoire fait le bilan de ses activités sur les 12 derniers mois. Le président Akasaye Lazare a appelé de tous ses voeux les politiques à mettre la préservation de la paix au cœur de toutes leurs actions. Frédéric Oulaï et Jean-Marc Djadji. L'année 2019 a été marquée par des actions d'envergure en faveur de la paix en Côte d'Ivoire, selon le président de la Fédération pour la paix universelle. L'institution a mené plusieurs activités, entre autres le renforcement de capacités, des séminaires, des rencontres avec des leaders politiques, des guides religieux, des ambassadeurs et chefs traditionnels en vue de garantir la cohésion sociale dans le pays. Un bilan jugé satisfaisant selon Akasaye Lazare. Nous avons mené des actions de terrain parce que dans tout le pays, nous avons des conseils de paix dont le rôle est d'œuvrer au quotidien aux côtés du gouvernement à consolider la paix dans les différentes régions et apporter les messages de paix de la Fédération pour la paix universelle. Nous avons des principes de paix qui sont des valeurs fortes et qui sont universelles. Et c'est autour de ces principes de paix, des valeurs de paix, que nous sensibilisons les Ivoiriens partout sur la Côte d'Ivoire. La Fédération pour la paix universelle sensibilise sur le maintien de la paix en Côte d'Ivoire. L'année 2020 s'annonce encore plus déterminante pour l'institution qui entend investir toutes les régions du pays pour la promotion des valeurs de paix. Sans l'amour entre nous, Ivoiriens, la paix sera difficile à consolider et à stabiliser. Le bien le plus précieux pour nous tous aujourd'hui, ce ne sont pas nos partis politiques ou même nos religions ou bien nos organisations personnelles, mais c'est la Côte d'Ivoire. Créée depuis 2005, la Fédération pour la paix universelle section Côte d'Ivoire
compte à ce jour 21 conseils de paix à travers tout le pays. Une dizaine de députés ivoiriens réunis au sein du mouvement Synergie 2020 s'engagent également à faire de la promotion de la paix leur activité quotidienne. Le point avec Sidonie Davila. Synergie 2020. Ils sont une dizaine de députés au sein de ce mouvement issu du groupe parlementaire RHDP à défendre les institutions de la République et à faire la promotion des actions de développement et de paix du RHDP. Mais quelle est l'image que le RHDP essaie de donner aux Ivoiriens depuis? C'est l'image de la cohésion d'un parti qui se veut rassembleur de toutes les valeurs, de tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire. Et en créant ce réseau de solidarité et de propagande des actions du RHDP, nous avons souhaité nous déplacer en groupe pour aller expliquer aux gens la nécessité de se mettre ensemble. Le président de la République l'a très bien compris que si on veut développer une nation forte, ça doit se faire en se départissant de nos appartenances ethniques. Le mandat d'arrêt contre l'ancien président de l'Assemblée nationale, la réforme de la Constitution, les sujets qui animent la vie politique du pays intéressent également Synergie 2020. Heureusement pour l'instant, tous ces sujets sont d'ordre politique, donc des sujets qui à coup sûr trouveront des solutions avec le dialogue politique maintenu par le gouvernement. En synergie avec le gouvernement, le mouvement entend jouer sa partition pour des élections apaisées. La tournée qui sera menée très bientôt sur le terrain a pour but de sensibiliser les jeunes au vote et à présenter la vision du RHDP aux différentes populations. Le mouvement politique dénommé Alliance de la nouvelle génération pour Amadou Gon Coulibaly vient d'être officiellement investi et il a pour mission, entre autres, de faire enrôler les nouveaux majeurs, et cela sur toute l'étendue du territoire national. Ahmed Traoré et Amadou Ouattara. La coupure de ce ruban symbolise l'inauguration du siège de l'ANG AGC, entendez l'Alliance de la nouvelle génération pour Amadou Gon Coulibaly. Ce mouvement politique a été également investi en présence du directeur exécutif du RHDP et de certains cadres de ce parti. Olivier Ouattara, président du dit mouvement, a présenté les motivations de la création de cette structure politique. Allez-y dire à notre cher papa, le Premier ministre, qu'il peut compter sur nous, sur l'Alliance de la nouvelle génération pour Amadou Gon Coulibaly. Merci d'être la source d'inspiration de toutes nos actions. Merci d'être un modèle d'engagement au service de la nation. Un message bien perçu par les cadres du RHDP qui se sont réjouis de la création de ce mouvement politique. Ce mouvement dénommé ANG pour Amadou Gon Coulibaly vient d'adhérer au RHDP et donc nous sommes venus leur passer le message du président et leur expliquer que les jeunes qu'ils sont, que la Côte d'Ivoire de demain c'est eux. L'avenir, la paix, l'unité de la Côte d'Ivoire, la stabilité de la Côte d'Ivoire se trouve au RHDP. Selon ses leaders, les militants de l'ANG AGC se sont donnés pour mission de parcourir toutes les contrées du pays. Ce, pour contribuer à la victoire du RHDP aux échéances électorales à venir. Et on revient sur la Convention mondiale du cajou qui s'est ouverte à Abidjan cet après-midi. C'est une première pour le continent africain. C'est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a ouvert les travaux et il a prôné la transformation de la noix de cajou. Nous avons donc conçu et mis en œuvre un programme ambitieux à l'intention des investisseurs. Donc, je voudrais rappeler ici donc, 3 mesures majeures. La première consiste donc à octroyer aux unités industrielles des subventions à la transformation locale du cajou de 400 francs par kilogramme d'amandes blanches dépelliculées vendues. Ainsi, sur la période de 2016-2019, l'État de Côte d'Ivoire a payé aux industriels du cajou une subvention d'environ 11 millions d'euros. La deuxième mesure est relative à l'engagement d'un investissement de 200 millions de dollars américains
pour la compétitivité de la chaîne de valeur du cajou. Il s'agit d'un programme conçu en partenariat avec la Banque mondiale et qui court jusqu'en 2023. Ce programme vise notamment à renforcer l'organisation et la gouvernance de la chaîne de valeur de l'anacarde afin de réduire les coûts de commercialisation, à accroître la productivité de la culture du cajou, à améliorer l'accès au marché des noix brutes et faciliter l'installation des unités de transformation dans les différentes régions de production de notre pays. Enfin, nous avons adopté en juillet 2019 des mesures additionnelles d'incitation fiscale et non fiscale au bénéfice des industriels du cajou. On parle santé pour terminer. L'OMS qualifie désormais l'épidémie de coronavirus de très grave menace pour le monde entier et la nomme maintenant Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé appelle la communauté internationale à considérer cette épidémie comme l'ennemi public numéro 1. Et en tant que tel, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé a appelé à un partage des échantillons du virus et à une accélération de la recherche de traitements et de vaccins devant plus de 400 chercheurs et représentants d'autorités sanitaires nationales réunis à Genève. Merci de toujours vous informer sur RTI 1. Retrouvez Marine Cognon à 23h. Très bonne fin de soirée à tous.